Je vous le disais, c'était la rentrée donc la semaine dernière pour les écoles internationales. Ce sera la rentrée pour les écoles publiques et les universités dimanche prochain. Et vous savez, la rentrée est synonyme d'un tourbillon d'émotions pour les enfants comme pour leurs parents. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en liaison vidéo Sarah Degé, psychopédagogue. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir, merci pour cette invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors, après 2 mois de vacances, vous le savez, en Égypte, les écoles internationales prennent 2 mois de vacances, les écoles publiques de plus longues vacances encore, qui peuvent arriver jusqu'à 3 mois et demi, voire 4 mois pour certains. Comment les enfants vivent ce retour à la routine scolaire ? Alors, je pense que les vécus sont vraiment très diversifiés en fonction de différents facteurs, qu'ils soient des facteurs de personnalité, mais aussi des facteurs relatifs à l'entourage familial et l'entourage de manière plus globale, amicale, par exemple, du voisinage, etc. Et en ça, les parents ont vraiment un rôle majeur à jouer. C'est-à-dire que des parents qui eux-mêmes seraient anxieux, seraient stressés face à cette rentrée scolaire, mais forcément vont transmettre quelque chose de ce ressenti à leurs enfants. Des parents qui également vont accorder un poids considérable à l'école, quitte à exercer une certaine pression sur leurs enfants, et bien forcément vont impacter le vécu de leurs enfants. Mmh. Quels sont les signes justement qui montrent qu'un enfant a du mal à s'adapter au nouveau rythme ? Oui, quels sont les signes qui pourraient montrer qu'un enfant éprouve des difficultés à s'adapter au nouveau rythme? Différents facteurs. Par exemple, un enfant qui a de nombreux troubles du sommeil suite à la rentrée scolaire. Les troubles du sommeil ne sont jamais à négliger, donc qui peuvent se traduire par des cauchemars beaucoup plus nombreux, qui peuvent se traduire aussi par des réveils nocturnes, des grosses difficultés d'endormissement. Un enfant qui reviendrait également avec beaucoup de discours négatifs sur ce qu'il a pu vivre au sein de l'école. Et enfin, je dirais un enfant qui ne prend pas de plaisir à aller à l'école. Le plaisir reste quelque chose de fondamental, y compris pour la scolarité. Alors, on a juste le reflet du soleil qui tape sur votre visage. Donc, si vous pouviez juste fermer le rideau et revenir en arrière pour que vous soyez à l'aise et qu'à l'écran, vous soyez entière. Alors, justement, alors, Oui. quels comportements également peuvent alerter les parents sur un éventuel stress ou une anxiété liée à la rentrée, notamment pour les personnes, pour les enfants par exemple qui passent d'un cycle à un autre, c'est-à-dire que du cycle primaire au collège, au lycée, ce sont souvent des changements qui peuvent bouleverser la routine de l'enfant, surtout qu'il doit s'adapter à un nouvel environnement avec de nouveaux amis. Donc quels sont les comportements qui devraient être des signaux d'alerte pour les parents ? Alors, les comportements, de manière générale, en matière de développement, en matière de psychologie, de psychopédagogie, ce à quoi on va être attentif, c'est vraiment au changement, justement, qu'on peut observer chez son enfant. Donc, par exemple, un enfant qui était plutôt extraverti, qui devient très introverti, un enfant qui était introverti et qui se renferme de l'ordre de l'inhibition, alors que c'était simplement un trait qui est tout à fait appréciable comme un autre, hein, l'introversion, qui devient vraiment inhibé. Un enfant qui va avoir des troubles du sommeil, je le citais, un enfant qui va avoir des troubles alimentaires également, un enfant qui va, en évoquant l'école, l'évoquer vraiment comme quelque chose de l'ordre d'une charge importante, de l'ordre de quelque chose qui lui pèse également. Ça peut se manifester comme ça. Je pense qu'il est vraiment important de faire la distinction entre le stress et l'anxiété. Donc le stress, c'est une réaction et à la fois émotionnelle et à la fois physiologique et à la fois cognitive face à un événement donné.
et qui survient quand cet événement va arriver d'ici peu. L'anxiété se marque par des projections négatives, des projections de l'ordre de l'inquiétude en ce qui concerne l'avenir. Et donc l'enfant ou même l'adulte qui sera anxieux va imaginer une série de scénarios un peu catastrophes. Ce ne sont pas des scénarios qui sont délirants, ce sont des scénarios qui sont catastrophiques, qui sont pessimistes concernant l'avenir. Et donc à ça, il est bien entendu nécessaire de prêter une attention considérable. Alors, pour avoir moi-même exercé en Égypte dans le secteur de la psychologie scolaire, ce qui m'alertait fortement, c'était des élèves qui, sur un temps long, faisaient part d'inquiétudes considérables concernant l'école, concernant la scolarité, avec un sentiment de pression considérable, sentiment de pression qu'ils attribuent, hein, c'est bien sûr dans leur perception également, aux parents, mais aussi à l'école, parfois au club de sport, quand ils fréquentent un club de sport en plus de ça. Et donc, cette nécessité d'être performant à tout prix dans tous les secteurs de vie de l'enfant, eh bien entendu, ça ajoute une pression considérable qui est source de stress, qui est source d'anxiété pour ces enfants-là. Concernant le passage d'un niveau à l'autre, d'un cycle à l'autre, vu que votre question portait également là-dessus, je pense que c'est important d'accompagner ces élèves en préparant ce passage qui peut être vécu comme un rite de passage, donc au sens anthropologique du terme, et qui va pouvoir permettre aussi à l'enfant, à l'élève de grandir finalement, passer à une étape supérieure. C'est bien la preuve qu'on grandit et donc ça peut être quelque chose qui est aussi agréable à vivre tout en pouvant être stressant. On peut installer des rituels avec son enfant autour de ces passages, des rituels qui peuvent prendre la forme de petites fêtes ou bien de sorties au restaurant parce qu'on va fêter ce passage. Donc trouver le temps à son enfant. Oui, je pense nécessairement, réellement. Et à nouveau, pour avoir travaillé en Égypte, et d'ailleurs je tiens à souligner, à faire juste une parenthèse, je suis d'autant plus contente de cette invitation que j'entretiens un lien très fort avec votre pays. Trouver un lien, trouver du temps pour son enfant, et ce, d'autant plus que dans certains milieux en Égypte, eh bien, effectivement, les enfants, les familles bénéficient de nounous, de nannies, qui viennent les aider, ce qui est, voilà, tout à fait appréciable pour certaines familles. Mais donc, du coup, ça veut dire aussi, par exemple, que les enfants ne vont pas faire les devoirs avec les parents, mais vont le faire avec la nanny. Et c'est du temps en moins qu'on passe avec son enfant. Donc, vraiment, passer du temps avec les enfants, du temps de qualité, à défaut de pouvoir passer énormément de temps de quantité, investir vraiment la qualité, je dirais. Alors, le harcèlement aujourd'hui est un sujet qui était tabou autrefois. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont plus à l'aise à parler de ce phénomène malheureusement grandissant et qui existe partout dans le monde. En Égypte, les chiffres officiels font part de 70% des enfants disent avoir été harcelés au moins une fois dans leur vie. Comment en parler? Comment aider les enfants à en parler? Alors, c'est énorme, bien entendu, ce chiffre, et c'est absolument nécessaire en tant qu'acteur de prévenir ce harcèlement et d'y faire face. Il y a différents éléments de réponse. D'une part, un enfant qui se sent en sécurité tant avec ses parents, éventuellement avec des frères et sœurs plus âgés, avec les enseignants, avec les CPE, les éducateurs de manière générale, eh bien, on va pouvoir favoriser les échanges et favoriser le fait que l'enfant puisse en parler. Alors, je pense que c'est vraiment nécessaire
de déculpabiliser d'éventuelles craintes chez l'enfant qui pourrait se sentir coupable finalement, assez paradoxalement, hein, mais on sait très bien que les victimes, que ce soit en cas de harcèlement ou en cas d'autres problématiques, ressentent souvent de la culpabilité. Donc d'une part, vraiment pouvoir resituer les choses, c'est-à-dire que quand on est victime, on n'a pas à porter une culpabilité, que ce sont les harceleurs qui portent la charge de la responsabilité et donc qui ont à porter cette culpabilité. Donc ça, c'est vraiment absolument essentiel. Ensuite, vraiment pouvoir travailler sur l'estime de soi. Alors, l'estime de soi, la confiance en soi, ce sont vraiment des choses qui se travaillent tout au long de la vie. Et donc, c'est aussi quelque part prévenir, mais agir contre le harcèlement. C'est-à-dire que si on est victime de harcèlement et par ailleurs on a pu se constituer une bonne estime de soi, une bonne confiance en soi, eh bien on va pouvoir avoir une espèce de protection contre ce harcèlement et donc pouvoir aussi aller d'autant plus facilement trouver les adultes. Il y a une série de dispositifs qui sont mis en place par les établissements scolaires, y compris en Égypte, pour travailler sur cette question du harcèlement scolaire. Quand je travaillais en Égypte, des actions que j'ai menées, c'était par exemple aller dans différentes classes avec un de mes collègues pour pouvoir montrer des capsules vidéo qui portent sur le harcèlement scolaire. On en a toute une série à disposition. Hein. Et pouvoir faire réfléchir les enfants, les élèves sur cette situation de harcèlement, pouvoir décortiquer aussi qui intervient dans ces scènes de harcèlement. On sait pertinemment bien que le harcèlement ne peut pas se constituer entre une victime et un coupable. En réalité, il y a toujours plus de monde autour de ce harcèlement et il y a clairement les témoins qui vont soit soutenir le harceleur en n'agissant pas, voire même en souriant un petit peu, en minimisant, ou bien au contraire qui vont pouvoir signifier l'interdit auprès de ce harceleur. Et ça, c'est absolument fondamental, nommer auprès du harceleur. En fait, ce que tu fais, ça s'appelle du harcèlement. Ça vient poser les mots, ça vient poser une charge de responsabilité et ce n'est pas permis. Tu fais du mal en faisant ça. On sait très bien également que dans les problématiques de harcèlement, un certain nombre de harceleurs ont eux-mêmes été harcelés. Et ce qui est vraiment problématique, évidemment, surtout d'autant plus avec des chiffres tels que ceux que vous citiez. Et par ailleurs, certains harceleurs n'ont pas conscience de la portée de leur harcèlement, en fait. Peut-être rappeler que le harcèlement, on sait très bien qu'à l'heure actuelle, il ne se déroule pas seulement dans les murs de l'école, il se déroule également à l'extérieur via les réseaux sociaux. Et donc pouvoir garder une vigilance absolument nécessaire et fondamentale et accrue autour de ce harcèlement. Par ailleurs, en termes de harcèlement, on sait très bien également que certains élèves sont malheureusement plus souvent victimes de harcèlement. Ça va être typiquement le cas des élèves qui viennent de groupes minorisés, donc minoritaires. Ça peut être par exemple des enfants qui viennent d'Afrique subsaharienne, par exemple. Ça peut être aussi le cas d'enfants qui se retrouvent en étant en situation de minorité religieuse dans une classe. Ceci étant, je dois bien dire que de mon vécu en Égypte, la question de la diversité religieuse dans les écoles est absolument quelque chose qui se passait très très bien. Donc moi, je n'ai pas
été témoin de harcèlement sur base de l'appartenance religieuse. Sarah Dogé, je me dois de vous interrompre car nous avons une interruption d'actualité. Nous avons juste un rappel de l'actualité que nous présentera notre collègue. Merci à vous, Sarah Dogé, donc psychopédagogue. Merci à vous. Je vous laisse à présent avec Samah Rezi qui est prêt